Bienvenue dans ce premier épisode de révision du français pour le brevet. Aujourd'hui, on commence par des textes très anciens, mais qui n'ont jamais vraiment cessé de nous parler. Les récits fondateurs. Ce sont des récits qui essaient de répondre aux grandes questions que les êtres humains se posent depuis toujours. D'où vient le monde? Pourquoi y a-t-il le ciel, la terre, la mer, les animaux, les saisons, la mort, le mal, la souffrance, le travail, l'amour, la peur? Pourquoi les hommes vivent-ils ensemble? Pourquoi faut-il respecter certaines règles? Pourquoi le langage, les dieux, les héros, les monstres occupent-ils une telle place dans nos imaginaires? Quand on parle de récit fondateur, il ne faut pas comprendre récit vrai ou récit faux au sens scientifique. Ce n'est pas comme une leçon de science qui expliquerait la formation de l'univers par l'astrophysique ou l'apparition des espèces par la biologie. Un récit fondateur appartient à un autre domaine, celui de la littérature, de la culture, des croyances, de la mémoire collective et des symboles. Il ne cherche pas seulement à expliquer comment les choses sont apparues, il cherche surtout à leur donner du sens. Il raconte une origine pour aider une communauté humaine à comprendre sa place dans le monde. Le mot fondateur est important. Un récit est fondateur parce qu'il fonde quelque chose, une vision du monde, une culture, une tradition, des valeurs, parfois une religion, parfois une identité collective. Il donne à un peuple ou à une civilisation des images communes, des personnages communs, des scènes que tout le monde peut reconnaître. Même lorsqu'on n'a pas lu directement ces textes, on en connaît souvent des traces. Le chaos, la lumière, le jardin d'Éden, le déluge, l'arche, la tour de Babel, Prométhée, Pandore, Narcisse, les titans, les dieux de l'Olympe, les métamorphoses, les héros qui affrontent des monstres ou traversent des épreuves impossibles. Ces images circulent encore aujourd'hui dans les romans, les films, la bande dessinée, les jeux vidéo, la publicité, la peinture, la musique et même dans les expressions de la langue courante. Il faut aussi comprendre le mot mythe. Dans le langage courant, on dit parfois c'est un mythe pour dire que quelque chose est faux. Mais en littérature, ce n'est pas exactement cela. Un mythe est un récit traditionnel qui met en scène des êtres humains, des dieux, des forces de la nature, des monstres ou des héros, et qui explique quelque chose de fondamental. Il peut expliquer l'origine du monde, d'un phénomène naturel, d'une coutume, d'une souffrance, d'un pouvoir ou d'une limite humaine. Le mythe n'est donc pas un mensonge. C'est une manière imagée, symbolique et collective de penser les grandes questions de l'existence. Parmi les récits fondateurs les plus connus, on trouve les récits bibliques, notamment dans la Genèse. En cours de français, on les étudie dans une perspective littéraire et culturelle. Cela signifie qu'on ne demande pas à l'élève d'y adhérer religieusement, ni de les discuter comme des documents scientifiques. On les lit comme des textes majeurs qui ont profondément marqué l'histoire des arts, de la littérature et de la pensée. Dans le récit de la création, le monde apparaît comme un passage du désordre à l'ordre. Au départ, tout semble informe, obscur, indifférencié, puis la parole divine sépare, nomme, organise la lumière et les ténèbres, le ciel et les eaux, la terre et la mer, les astres, les animaux, enfin l'être humain. Ce qui frappe littérairement, c'est la puissance de la parole. Dire dans ce type de récit, ce n'est pas seulement communiquer, c'est faire exister. Cette idée est très importante pour comprendre les récits d'origine. La parole crée un monde. Dans beaucoup de traditions, le monde ne commence pas seulement par une action physique, mais par une parole, un chant, un souffle, un nom, un ordre, une formule. Le langage a une puissance presque magique. Il transforme le chaos en univers habitable. Cela explique aussi le lien très fort entre les récits de création et la poésie. Le poète, lui aussi, crée un monde avec des mots. Il ne fabrique pas une planète réelle, bien sûr, mais il fait surgir des images, des émotions, des paysages, des sensations. C'est pour cela que les programmes rapprochent souvent récits de création et création poétique. Dans les deux cas, la parole donne forme à ce qui semblait invisible ou impossible à saisir. Dans la Genèse, d'autres épisodes sont devenus des références culturelles majeures. Le Jardin d'Éden pose la question de l'innocence, de l'interdit, de la tentation, du désir de savoir et de la perte d'un monde idéal. Le Déluge pose la question de la violence, de la faute, du jugement, de la destruction et du recommencement. L'arche devient une image très forte. Au milieu de la catastrophe, quelque chose est sauvé pour que la vie puisse repartir. La tour de Babel, elle, raconte la dispersion des langues et des peuples. Elle permet de réfléchir à l'orgueil humain, au désir de monter jusqu'au ciel, mais aussi à la diversité des langues, donc à la difficulté et à la richesse de la communication entre les hommes. Les récits fondateurs ne se limitent évidemment pas à la Bible. La mythologie grecque et romaine occupe elle aussi une place centrale dans la culture littéraire. Dans les récits grecs, le monde naît souvent d'un chaos primordial, puis se construit à travers des générations de puissances divines. Gaïa, Ouranos, les titans, Zeus et les dieux de l'Olympe.
Ici, la création n'est pas seulement un ordre paisible, elle passe par des conflits, des filiations, des rivalités, des renversements de pouvoir. Les dieux ressemblent souvent aux humains par leur passion. Ils aiment, ils jalousent, ils se vengent, ils protègent, ils trompent, ils punissent. La mythologie grecque donne donc à voir un monde vivant, mais instable, traversé par des forces contradictoires. Certains mythes grecs expliquent directement la condition humaine. Prométhée, par exemple, est associé au feu, à la technique, à l'intelligence humaine, mais aussi à la transgression et au châtiment. Il rappelle que ce qui rend les hommes plus puissants peut aussi les mettre en danger. Le mythe de Pandore interroge l'arrivée des maux parmi les hommes. Le mythe de Déméter et Perséphone permet de penser l'alternance des saisons, mais aussi la séparation, la perte et le retour. Le mythe de Narcisse interroge le rapport à soi, à l'image, au désir et à l'illusion. Dans les métamorphoses d'Ovide, les transformations sont partout. Des êtres humains deviennent arbres, fleurs, animaux, sources, astres. La métamorphose permet de raconter que le monde naturel garde la mémoire des passions humaines. Il existe aussi des récits fondateurs venus de Mésopotamie, d'Inde, de Chine, d'Afrique, d'Amérique ou d'Océanie. L'épopée de Gilgamesh, par exemple, est l'un des grands textes de l'Antiquité mésopotamienne. Elle ne raconte pas seulement des exploits, elle interroge l'amitié, la mort, la peur de disparaître, le désir d'immortalité. Le héros Gilgamesh comprend progressivement que l'être humain doit accepter ses limites. Dans d'autres traditions, des récits expliquant la naissance du soleil, de la lune, des montagnes, des fleuves, des animaux ou des peuples. Ces récits sont très différents les uns des autres, mais ils ont souvent un point commun. Ils partent d'une question simple et immense, puis ils y répondent par une histoire. C'est là qu'intervient une notion très utile, le conte étiologique. Le mot peut sembler compliqué, mais l'idée est simple. Un récit étiologique est un récit qui explique la cause ou l'origine de quelque chose. Pourquoi tel animal a-t-il cette couleur? Pourquoi telle plante pousse-t-elle à cet endroit? Pourquoi la mer est-elle salée? Pourquoi les hommes doivent-ils travailler? Pourquoi existe-t-il des saisons? Pourquoi certains phénomènes naturels font-ils peur? Le conte étiologique transforme une question en récit. Il donne une réponse imagée, souvent merveilleuse, parfois drôle, parfois inquiétante. Pour un élève de collège, c'est une notion précieuse, car elle permet de comprendre la fonction d'un texte. Il ne raconte pas seulement une aventure, il cherche à expliquer l'origine d'un élément du monde. Pour reconnaître un récit fondateur, il faut être attentif à plusieurs indices. D'abord, le récit se situe souvent dans un temps très ancien, parfois avant l'histoire humaine ordinaire. On rencontre des formules comme au commencement, autrefois, au temps où, lorsque le monde était jeune. Ensuite, les personnages sont souvent exceptionnels. Dieux, héros, premiers hommes, animaux parlants, géants, monstres, ancêtres mythiques. Les événements sont eux aussi extraordinaires, création du monde, apparition de la lumière, déluge, métamorphose, punition divine, naissance d'un peuple, invention du feu ou du langage. Enfin, le récit porte presque toujours une valeur symbolique. Il faut donc apprendre à lire au-delà de l'action. Lire un récit fondateur, ce n'est pas seulement se demander que se passe-t-il, c'est se demander qu'est-ce que cette histoire veut faire comprendre. Si un personnage désobéit à un interdit, le récit parle peut-être de la liberté, du désir, du savoir ou de la responsabilité. Si un héros vole le feu aux dieux, le récit parle peut-être du progrès technique, du courage, de la ruse ou du danger de dépasser les limites. Si une catastrophe détruit le monde avant qu'un nouveau départ soit possible, le récit parle peut-être de faute, de purification, de justice ou de renaissance. Le récit fondateur demande donc une lecture symbolique. Il faut aussi observer l'écriture. Les récits fondateurs utilisent souvent un style solennel, des répétitions, des oppositions très fortes, des images simples et puissantes. On oppose la lumière et l'obscurité, l'ordre et le chaos, le haut et le bas, l'eau et la terre, l'humain et le divin, la vie et la mort. Ces oppositions ne sont pas seulement décoratives, elles organisent la vision du monde portée par le texte. Les répétitions peuvent donner une impression de rituel, comme si le récit suivait un rythme sacré. Les énumérations donnent parfois une impression d'abondance, comme si l'on assistait à la naissance progressive de tout ce qui existe. Au brevet, un texte inspiré d'un récit fondateur peut tomber sous plusieurs formes. On peut vous demander d'identifier le type de récit, d'expliquer le rôle d'un personnage, de repérer des champs lexicaux, d'analyser une figure de style ou d'interpréter un symbole. Il ne faut pas réciter un résumé de mythologie au hasard. Il faut partir du texte. Quel problème le récit pose-t-il? Quelle origine explique-t-il? Quels personnages représentent des forces opposées? Quelles valeurs sont mises en avant? Quelle image de l'être humain est proposée?
L'homme est-il présenté comme fragile, curieux, orgueilleux, responsable, libre, dépendant des dieux, proche de la nature, séparé d'elle? L'une des meilleures méthodes consiste à chercher la grande question cachée derrière l'histoire. Derrière le déluge, il y a la question du mal, de la destruction et du recommencement. Derrière Prométhée, il y a la question du progrès et de la transgression. Derrière Narcisse, il y a la question du rapport à soi. Derrière Babel, il y a la question de la langue, de l'unité et de la division des hommes. Derrière les métamorphoses, il y a la question du changement. Qu'est-ce qui reste d'un être quand sa forme disparaît? Quand vous trouvez cette question, vous commencez vraiment à interpréter le texte. Ce chapitre est donc beaucoup plus utile qu'il n'en a l'air. Il ne sert pas seulement à connaître quelques histoires anciennes. Il apprend à lire les symboles, à comprendre les allusions culturelles, à repérer les grands thèmes de la littérature. Beaucoup de textes modernes réécrivent les récits fondateurs. Un roman peut reprendre le mythe du déluge pour parler d'une catastrophe écologique. Un poème peut reprendre l'image de la création pour célébrer le monde. Une pièce de théâtre peut reprendre une figure mythologique pour interroger le pouvoir ou la révolte. Une dystopie peut inventer un nouveau récit d'origine pour expliquer une société future. Les récits fondateurs ne sont donc pas enfermés dans le passé. Ils continuent de nourrir l'imaginaire contemporain. À retenir pour finir, un récit fondateur est un récit qui donne du sens aux origines. Il peut expliquer la création du monde, la naissance d'un phénomène naturel, l'apparition d'une coutume, d'une souffrance, d'un pouvoir ou d'une limite humaine. Il met souvent en scène des personnages extraordinaires et des événements symboliques. Il ne se lit pas comme une explication scientifique, mais comme une histoire qui exprime une vision du monde. Pour le brevet, il faut savoir reconnaître sa fonction, repérer ses images fortes, comprendre ses valeurs et expliquer ce qu'il dit de l'être humain. Car au fond, ces récits ne parlent pas seulement du commencement du monde, ils parlent de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.